Salut à tous, c'est Steve, je suis revenu de vacances, mais vous le saviez déjà la semaine dernière. Et cette semaine, pour le 13-30, on a un nouvel invité, Timothée. Comment tu vas? Ça va et vous? Et nous allons bien, nous allons bien. Je suis multiple. Je suis multiple aujourd'hui. Et donc Timothée est un nouveau Néostic qui a rejoint Neos, tu m'as dit, je crois, la semaine dernière, c'est ça? C'est récent. Voilà, c'est ça. Oui. Bah dis donc, et déjà dans le 13-30, c'est déjà la promotion ultime. Je crois que là, tu peux pas aller plus haut. Tu as atteint le top du top. Et tu as choisi de nous parler de F Sharp. C'est bien ça? Oui. Ok. Eh ben, c'est très très cool. Et merci pour le follow Aztec191. Et j'ai oublié de dire que tu étais sur l'agence de Lyon. Lyon, Voilà. parce qu'on est un peu à Paris, on est un peu à Dijon, on est un peu à Lyon, un peu à Toulouse. Et je crois que c'est un peu tout. C'est déjà pas mal. Alors, F Sharp, découvrons F Sharp avec Timothée, attention. C'est parti, vas-y, tu peux lancer, ami. C'est bon. Voilà, donc c'est bon. Donc t'as bien l'image, oui, c'est tout bon. Tout est super, il n'y a plus qu'à y aller, ami. D'accord, donc je vais vous présenter donc le langage de F Sharp, qui est assez méconnu, je pense, mais qui est quand même assez pratique dans des cas très particuliers. Donc tout d'abord, c'est un langage fonctionnel qui fait appel à la bibliothèque .NET. Mhm. Donc le langage F Sharp, donc pour résumer. Donc, c'était un langage fonctionnel qui a été créé pas par Microsoft, et Microsoft a récupéré la suite, mais c'est quand même une fondation à part. Donc, le Sharp, ça vient pour faire le parallèle avec le C Sharp. Et le F, c'est pour le système F. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un ensemble de spécifications logiques, logicielles. Donc, c'est une extension du noyau du langage ML. Et donc, la syntaxe, c'est basé sur le OCaml, pour ceux qui connaissent. Du coup, c'est pour ça que le ML est en commun. Ok. Alors, pour info, là, on est toujours sur la slide de garde, là. Je sais pas si c'est ce que tu voulais montrer. Ah bon? Et voilà. C'est pas. C'est-à-dire que non. Ah, ça, c'est pas passé? Écoute, pour l'instant, je suis sur la page de garde, comme je te dis. Donc, il faut cliquer sur l'autre écran. À mon avis, il faut cliquer dedans. Ah, Tu- attends, je vais regarder ce qui se passe. Regardons ce qui se passe. Et tout ça est en direct, les amis. C'est là où on se régale. Ça Euh, y est, bien, bien. Non, reviens. Voilà, bien. F Sharp, un langage fonctionnel. Très bien, ça y est, on l'a. Langage F Sharp, création et tout ça. donc voilà, comme je disais, ça n'a pas été créé forcément directement par Microsoft, mais c'est une fondation à part. Donc Microsoft, c'est le principal participant. Mhm. Et donc c'est Microsoft qui fournit toutes les données parce que depuis qu'ils ont ouvert .NET, ça a permis de pas mal simplifier les choses. Et Donc donc, comme je vous disais, on voit sur ton tableau que ça a démarré en 2 mai 2005. C'est-à-dire que voilà. c'est pas avant-hier, quoi. Non, mais c'était quand même des très très vieilles versions qui étaient quand même assez confidentielles. Mhm. Donc ça a eu plusieurs itérations. Et donc comme vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même multi-support comme .NET. Quand vous avez vu depuis .NET 2.0 est arrivé sur les noyaux Unix, F Sharp aussi. Donc aujourd'hui, F Sharp est très pratique parce que donc la dernière version, la version 6 qui est en date, donc vous voyez, elle a même pas un an. Mais ça tourne quand même sur des choses aussi anciennes, enfin anciennes, que Windows Server 2012, Windows 7 ou un macOS Mhm. 10.15. Donc c'est quand même un panel assez large. Donc Ok. c'est pratique parce que ça peut être appelé depuis extérieur, donc aussi bien depuis une application .NET qu'une application Java ou avec une API web. Donc c'est vraiment très pratique et ça fait aussi, on peut aussi s'en servir dans du JavaScript et aussi pour de la programmation de GPU. Parce que comme vous le verrez aussi par la suite, c'est quand même très orienté mathématique. Donc Ok. c'est normal de pouvoir le faire tourner sur des cartes graphiques pour faire des très gros calculs. Ne faites pas ça chez vous, les amis. C'est mauvais pour la planète. Arrêtez tout de suite. La crypto. Ok. Bien joué, on Donc a en le fait, slide d'après, ça a bien marché. donc les fonctionnalités principales, donc c'est syntaxe légère, donc comme je vous disais, c'est proche du OCaml. Donc ce qu'on peut faire en 5 lignes en F Sharp, il en faudrait 30 en C Sharp ou dans d'autres langages. Donc ensuite, c'est immuable par défaut. Donc immuable,
Ça vient donc, comme je vous disais, donc du système F et du ML. Donc ML, c'est des métalangages. C'est quelque chose qui est très ancien, qui date des années 70. Donc ça nous a donné donc d'un côté tout ce qui est Camel, OCaml, et de l'autre côté tout ce qui est plutôt les langages de type Haskell. Donc en fait, c'est que les données ne peuvent pas être modifiées une fois qu'elles sont créées. Donc ça permet, donc par exemple, quand on travaille fait des calculs sur des graphes, des choses comme ça, en aucun cas on modifie leur valeur. Ok. Ensuite, c'est inférence de type et généralisation automatique. Bon, c'est un terme un peu barbare. En fait, inférence de type, ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de spécifier tous les types, et c'est quand même un langage fortement typé. C'est juste que c'est pas du dynamique, c'est juste que les types sont générés à la compilation. Et le F# à la compilation a l'avantage aussi de toujours chercher le type le plus générique utilisable. Donc, par exemple, si dans une méthode ou dans une fonction, on n'utilise aucune composante d'un type enfant, il utilisera le type parent directement. Ça sera tout fait à la compilation. Ok. Donc, donc ça permet aussi d'optimiser donc, les performances. Ensuite, c'est function first class. Donc, c'est les fonctions. Les fonctions ne sont pas des classes, mais c'est quand même très orienté fonction plus que classe. Donc ça, c'est très important pour son fonctionnement interne. Donc comme je vous le dis, c'est plus pour faire des calculs, hein. On va pas faire c'est pas fait, même si on peut le faire, une application pour gérer un magasin ou des choses comme ça. C'est pas du tout le but. Mhm. Ensuite, il y a des types de données puissants. Donc on peut faire beaucoup de choses avec un seul type de données. Donc ça, on le verra après avec les démos. Pattern matching, donc il y a déjà des tas de choses qui sont faites pour suivre des patterns de programmation ou des patterns mathématiques existants. Et c'est déjà très optimisé. Donc, quand il reconnaît certains patterns, il optimise lui-même avec les choses qui sont faites pour, à l'intérieur du langage. Et ensuite, ce qui est pratique, c'est une programmation asynchrone. Donc, on peut faire une programmation asynchrone qui est codée par nous-mêmes en dur, une programmation asynchrone où on le laisse appeler les méthodes dont il a besoin quand il en a besoin. C'est pas à nous de tout gérer comme ça doit être le cas dans certains langages, dire appelle cette méthode parce que tu as besoin du résultat. Donc là, Ok. c'est les fonctionnalités principales. Il y en a beaucoup d'autres. Je ne sais pas, pour l'instant, il y a des questions sur Non, celles-ci qui pour ont été l'instant, présentées. ça suit tranquillement. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat, je les relais gentiment. D'accord. Alors, le champ d'application, comme je vous le disais, donc c'est principalement des modèles scientifiques, euh, parce que c'est surtout fait, c'est fait pour faire des gros calculs, hein. C'est surtout orienté pour les gens qui sont plutôt des logiciens, ce genre de choses, ou pour faire des calculs de physique ou d'autres matières scientifiques. C'est résolution de problèmes mathématiques. Ça, on reviendra là-dessus plus tard quand on parlera des monades. Intelligence artificielle. Donc, si on veut faire de l'intelligence artificielle ou du machine learning en .NET, il vaut mieux partir sur du F# que sur du C#. De toute manière, c'est ce qui vous sera proposé par défaut. Donc, modèle financier. Donc, modèle financier, au final, on retombe un peu sur le côté mathématique de la chose, parce qu'à un certain niveau, les modèles financiers, finalement, c'est que des maths. Design graphique. Donc ça aussi, c'est donc parce qu'on peut faire aussi des applications très bonnes au niveau graphique. Par exemple, c'est des choses que les gens peuvent être habitués à utiliser MATLAB, pour ceux qui ont vu ça pendant leurs études. On peut faire aussi beaucoup de choses similaires avec le F#. Le design de CPU, alors là, c'est surtout pour pouvoir faire des simulations donc, de circuits électroniques au plus bas niveau. Donc pas faire des simulations, enfin de circuits et de composants électroniques au plus bas niveau, parce que ça permet de faire beaucoup de calculs en simultané, contrairement à beaucoup d'autres langages qui, eux, feraient un nombre de threads incroyable pour pouvoir faire ce type de simulation. Et le développement de compilateurs et puis big data, donc on retombe sur le côté scientifique et mathématique de la chose. On a une question. On demande du coup, est-ce que c'est plus puissant que Python? Oui, parce que Python, c'est plus un script, alors que le F# est vraiment compilé, même si on Hmm. peut faire du scripting avec. Donc, les types sont tout connus à la compilation. Donc, il y a beaucoup moins de temps perdu à chercher l'interprétation du type pour savoir si certains appels sont possibles, Ok. même si Python est très bien. Et le F# a l'avantage par rapport au Python, même si Python, maintenant, avec un très bon IDE, ça ne devrait pas arriver. Mais si F#, on casse le programme en modifiant quelque chose, ça compile plus.
Hmm. Il y a pas d'erreur possible une fois que ça a compilé, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Comme par exemple, ça, langages de script, c'est un peu ça, comme JavaScript, on modifie une lettre dans un fichier, puis après on se Ah ouais, demande puis ça pourquoi il y a. exploite au runtime. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pas possible. Ok. D'ailleurs, on nous répond sur le chat, ok. Du coup, j'avais bon en interprétation. Très bien. Alors ensuite, dis-nous. Donc ensuite, alors voilà. Donc là, c'est pour résumer donc Ah les ben, avantages justement, sur les autres langages. on y vient. Il y a Python, je vois. Du coup, on va pouvoir faire un beau comparatif là. Voilà. Après, c'est approximatif, hein, parce que je ne vais pas aller rentrer dans tous les détails entre Ouais, bien JavaScript, sûr, bien Ruby et sûr. Python, mais c'est schématique, quoi. Mhm. Donc comme je vous disais, donc c'est typé. Comme les autres langages, on va les appeler, disons, les descendants du C. Après, on peut faire du scripting avec. Donc ça, on montrera, de toute façon, c'est comme ça que ma démo va tourner. Donc vous verrez. Donc comme je vous disais, immuable, donc une fois qu'une donnée est déclarée et qu'on lui attribue une valeur, la valeur ne peut plus être modifiée. La maintenance de code, donc comme je vous disais, avec la compilation qui est forte, c'est quand même assez facile. Enfin, disons que c'est plus difficile de casser. Donc c'est compilé, comme les descendants du C. C'est une syntaxe beaucoup plus légère donc, que tous les autres, parce que grâce à l'inférence de type que je vous ai décrit, donc il y a un usage web HTML. Donc j'ai mis oui pour le JavaScript. Après pour Ruby et Python, j'étais pas sûr, donc j'ai pas mis. T'as bien fait. Après utilisable comme une bibliothèque, oui. Donc alors on peut utiliser une bibliothèque très facilement avec du .NET en utilisant une notion qui vient pas du coup des langages fonctionnels, parce que c'est plus un fonctionnement par module. Mais là, on peut aussi créer des namespaces, des espaces de nom pour pouvoir l'appeler facilement depuis l'extérieur. Donc aussi bien avec de l'interop pour du Java ou simplement avec un système plus ou moins de DLL pour du C# ou du C++. Alors, unité de mesure, c'est quelque chose d'assez intéressant qui est spécifique à ce langage. C'est que par exemple, si je définis la variable, l'unité kilomètre et que je définis l'unité heure, Mhm. et que je définis ensuite une unité que je vais appeler, je sais pas moi, vitesse, qui est définie par kilomètre divisé par heure, et ben si je fais une opération où je divise 20 km par 3 heures, lui, il me sortira directement euh, une valeur de type kilomètre-heure, de type Mhm. vitesse. Il arrivera directement à évaluer l'unité qui est nécessaire pour la sortie par rapport aux unités d'entrée. Ok, Donc ça, intéressant. par exemple, pour un usage scientifique, ça, c'est quand même assez pratique et ça simplifie beaucoup les choses, je pense, parce que sinon, dans les autres langages, faut coder à la main ce genre de fonctionnalité. Oui. Parce que si c'est pas des types mathématiques, enfin, si c'est pas des nombres entiers ou flottants, la division, il en voudra pas, quoi. Sauf si elle a été définie, surchargée à la main, quoi. Alors, attends, on peut Et se... Pardon, vas-y, finis ta phrase, après je te dis le truc. non, bah, je passais à la suite, donc Alors, ne vas-y. pas, surtout pas. On nous dit, du coup, pour le cas de TypeScript, qui à ce moment-là est bien typé, est-ce que on pense être devant au niveau du F Sharp? Parce qu'on fait la Mais, comparaison avec JavaScript, mais avec TypeScript, qu'est-ce qu'on en pense? TypeScript, en fait, c'est du JavaScript déguisé. Mhm. Parce que c'est pas compilé en fait, enfin c'est pas une compilation, c'est une interprétation. Donc quand on fait interpréter, les fichiers TypeScript sont transformés en fichiers JavaScript qui eux, après sont utilisés. Donc le TypeScript, oui, c'est l'IDE qui dira que ça va pas parce qu'il pourra pas faire l'interprétation, Ouais. mais c'est une utilisation TypeScript, c'est du JavaScript déguisé au final. Mhm. Ok, ok. Très bien. C'est bon, tu peux avancer. Alors ensuite, donc les monades sont faites de façon native. Donc, alors, les monades, donc je pense que très peu ont eu à utiliser ce concept. C'est une abstraction donc, qui permet de gérer des choses de type fonction ou des choses un peu plus complexes. Mais c'est par exemple qui permet si on a besoin de calculer une fonction, enfin, si on a besoin de faire une opération qui fait des choses aussi simples que des dérivées ou des intégrales comme on a pu voir au lycée, c'est ce type-là qu'on va utiliser.
Et ça permet aussi de travailler sur des problèmes du type P égale NP, pour ceux qui sont un peu curieux des mathématiques. C'est vraiment une abstraction donc, des fonctions. Donc ça a une valeur, mais ça a aussi on peut aussi créer des paramètres et définir un comportement à la volée. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais bon, c'est pas forcément important. Non, non, mais c'était assez clair en tout cas. J'ai à peu près compris tous les mots, donc c'était plutôt pas mal. Et je suis en train de répondre sur le chat à une autre question concernant Azure. Donc, plutôt que de te l'écrire, je vais te le dire. Oui, la deuxième partie, elle n'est pas encore passée. Ne t'inquiète pas, je te donnerai le calendrier à la fin de l'émission. Comme ça, tu sauras quand est-ce que ça va arriver. Que si tu dois partir en vacances, tu l'enregistres ou quoi. De toute façon, il y a des replays, comme vous le savez. Vous voyez, devrez avoir le lien de la chaîne YouTube quelque part. Moubot, il devrait vous le dire. Sinon, je vous donnerai le lien tout à l'heure. Ok, très bien. Tu peux reprendre, ami. Donc alors maintenant, je vais vous faire une petite démonstration. Ah, démo, Donc attention. attendez. Démo, faut que j'appuie sur le bon bouton. Hop là. Non, mais C'est bon. c'est bon, je peux faire le switch. Ouais, mais de Hop, mon côté, j'ai des trucs à faire aussi. Ça y est, j'ai appuyé. Ah, vas-y. hop. Attention. Voilà, impeccable. Vous nous dites si vous arrivez à lire ou s'il faut qu'on zoome plus, les amis. N'hésitez pas. Donc alors là, je vais vous montrer déjà les fonctions basiques, par exemple. Ouais, non, c'est bon, j'ai déjà mis. Donc par exemple, on peut définir, donc ça, on définit une fonction, par exemple, donc le carré, donc c'est un nombre multiplié par lui-même. L'ajout de 1, donc voilà, c'est simplement une incrémentation. Et ça, par contre, c'est une fonction, mais c'est une fonction de filtre. Donc là, par exemple, on filtre les is odd, c'est les nombres dont le modulo, donc là, le petit pourcentage, et là, inférieur, supérieur, c'est pour dire différent. Donc, pour ceux qui sont habitués, comme je vous disais, donc au descendant du C, ça peut changer pas mal. Si tu as Pour ceux moyen qui viennent. de zoomer un peu, s'il te plaît, parce que là, même moi, j'avoue que c'est un peu petit. Attends, Allez, je sais ce que je vais faire 2 secondes. vas-y, vas-y. Hop, hop. Ah. Hop, hop. Tac. On est en suspense. Là, on est en suspense. Nous ne savons pas, ni vous ni nous, ce qui va se passer, mais ça va se passer dans un futur proche. Oula, peut-être Bim, un peu trop. vas-y, y a rien là. C'est un peu trop là ou. Un poil trop. Tu peux réduire à gauche ou c'est important la partie, la Non, sidebar là. à Non, gauche, bon, c'est c'est bien. l'air. Alors comme ça, c'est bien. C'est Ah les voilà, exemples voilà, du impeccable. Ça c'est très très bon. problème, on va dire. Hop. Merci beaucoup. Donc là, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il n'y a pas le retour. Bref, il n'y a pas le retour à la ligne. Donc, comme je vous disais, voilà. Donc là, c'est la fonction isOdd, donc est impair. Donc, comme je disais, la syntaxe varie du C et les syntaxes similaires. Ça, c'est plus du camel. Et donc, ça, c'est une fonction, donc on va l'utiliser comme filtre. Puis ça, c'est voilà, un jeu de nombres, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, c'est à chaque fois la même méthode appelée de manière différente. Donc là, on fait par exemple let odd, donc on fait list.filter, et le filter, c'est isOdd. Et hop, on travaille sur values. Donc isOdd, hop, ça va nous filtrer, ça va nous renvoyer que 1, 3, 5. Donc là, on va faire, par contre, on va utiliser map, pas filter. Donc on va appliquer sur le résultat qui est en cours la méthode de square. Et après, on va faire donc le add one. Et donc forcément, le résultat, donc 1 au carré plus 1, ça fait 2. 3 carrés plus 1, ça fait 9. Et puis 5 au carré plus 1, ça fait 26. Donc, à cette syntaxe-là, comme vous voyez, donc c'est plutôt rapide, ça enchaîne. Et donc, après, donc, result, et puis on affiche le résultat. Après, donc, les autres syntaxes, vous voyez, il y a celle-là qui est quand même relativement minimaliste. C'est de l'enchaînement. Et donc, les maps, square, enfin, on enchaîne. Et puis, il y a celle-là, donc, ça, c'est fonction nestée. Donc, à chaque fois, ça, c'est un peu un pipe, même si ce n'est pas vraiment le terme exact dans ce cas-là. Et vous voyez, donc, en 3 lignes, à chaque fois, on appelle. Et on aurait peut-être même pu tout mettre sur la même ligne si on voulait, mais ça aurait été moins lisible. Ouais. Il y a un moment où il faut pouvoir laisser Voilà. les équipes de voilà. maintenance comprendre ce qu'on a dit. Et puis là, vous voyez, c'est encore en 2 lignes, du coup. On fait le filtre et après, on applique les méthodes en les enchaînant. Ouais, effectivement, la syntaxe est
est assez sympa. Donc, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc les pipes, je pense que c'est plus ceux qui font donc de la ligne de commande qui sont familiers que forcément les devs, mais c'est quand même une syntaxe assez sympa. Après, donc voilà, un concept de base, j'aurais peut-être même pu vous le montrer avant. Euh, donc là, hop, je prends tout ça. Vas-y. Pourquoi ça marche plus? Bon, c'est pas grave. Euh, C'est normal que ça marche plus. Ça arrive une fois par émission. T'inquiète pas. C'est même les gens attendent même que ça marche plus parfois. Ah non, mais C'est non, comme c'est si. moi en fait. Non, c'est rien, c'est moi. Je me croyais à la maison, mais en fait, les Non, contrôles on n'est et pas à la FN maison. sont. Non, c'est juste contrôle et FN sont inversés par rapport à mon clavier. Ah oui, c'est ça quand on met le clavier de dos, c'est plus compliqué. Donc voilà, donc là, vous voyez, donc là, j'ai un nombre que j'ai fini comme égal à 2, tout Mhm. simplement. Et là, donc là, j'ai un nombre que je mets en mutable. Donc mutable, donc c'est à éviter autant que nécessaire. C'est pour dire qu'il sera plus immuable celui-là. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est pas gênant, c'est juste qu'on peut changer sa valeur plus tard. Donc comme ça, il est égal à Oui. 3. De toute façon, ça peut nous être utile dans certains cas, oui, Voilà. effectivement. Par contre, si là je fais let number égale 3, et ben du coup, ça là, hop, attendez. Là du coup, ça compile plus. Tu l'as cassé. Parce que pour lui, en fait, si je Hmm. fais ça comme ça, il va me sortir un booléen. Mais en aucun cas, il voudra modifier la valeur du 3. Mhm. Même si je fais la bonne syntaxe, hop, paf, ça, il en veut pas, ça compile pas. Vous voyez, la valeur n'est pas mutable. Ouais. Donc Effectivement, il me dit il faut ça utiliser évite le ça mot-clé évite les mauvaises mutable surprises, quoi. Hmm. parce que Ok. c'est pas fait pour. Après, donc, bon, ça, là, ça va être pareil encore de la. Là, je vais te montrer une fonction plutôt basique. Hop. Mhm. Donc ça, voilà, c'est juste. Hop, si je fais exécuter. Donc encore, vous voyez, on peut définir, donc on peut faire des choses comme ça. Donc offset, vu qu'il est immuable, on peut le mettre dans une définition de fonction. Vu qu'à chaque fois qu'on appellera cette méthode, ça sera toujours la même. Donc au niveau de la compilation, ça sera du coup directement en dur. Donc là, j'ai mis un paramètre au hasard, donc, et après on peut définir nos méthodes comme ça. Donc il y a des petites subtilités où il faut prendre l'habitude, comme là x, on dit qu'il faut que ça soit un entier pour pouvoir faire le calcul. Puis vous voyez donc le résultat, mais c'est faut entrer dedans, mais généralement on part pas d'une page vierge, hein. On prend un exemple qui correspond à peu près à ce qu'on cherche et puis Hmm. on adapte. Donc voilà, donc mais la syntaxe, oui, elle est. Si on doit jongler entre deux langages, oui, ça peut être assez compliqué. Donc là, maintenant, montrer. Donc, le gros avantage, en fait, c'est qu'on peut faire des très gros calculs, comme genre, on a des très gros avantages sur les fonctions récursives pour calculer comme les suites de Fibonacci ou des choses comme ça, Ouais. ou même travailler sur des très grosses listes. Donc, c'est l'avantage. Travailler sur des listes, des graphes ou des choses comme ça, c'est vraiment pratique. Donc là, je fais fonction récursive. Donc là, par exemple, j'ai factoriel. Donc factoriel, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait le produit de tous les nombres jusqu'à un certain nombre. Donc là, j'ai mis factoriel 6 qui est égal à 620 du coup. Non, oui. 1 fois Euh, 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. ouais, ouais. 30 fois 4, Non, 120. 120 fois 3, non, c'est 400, oui. 360. Non, j'ai dit une 360 bêtise fois là. 2, ça fait 700... 720. Non, oui, non, pourquoi ça ne l'a pas. Mince. Euh, Bref, en fait, ce que je veux dire, c'est pour les méthodes récursives, donc comme factoriel, Mhm. c'est très pratique. Après, factoriel est moins gênant parce que c'est une méthode qui est facile en programmation impérative, donc c'est pas gênant. Et c'est sur d'autres problèmes comme la suite de Fibonacci,
où là, on peut très vite dépasser la pile d'appels. Ouais. Et là, la syntaxe, en fait, vous voyez, la somme d'une liste, parce qu'en fait, il y a un mécanisme donc, dans les langages fonctionnels qui permet d'avoir un cache plus ou moins automatique et qui permet donc de faire des calculs avec des méthodes récursives qui s'appellent plusieurs fois de manière très rapide sans dépasser les piles d'appel comme on peut très vite avoir dans les autres langages qu'une pile d'appel souvent limitée à 256 mais qui gèrent très mal les méthodes ouvertes. Ok. Donc Et là, on expliquait la factorielle, suite de Fibonacci. C'est une suite dont chaque membre est la somme des deux membres précédents. Voilà. ouais, des demandes précédentes, oui, je suis passé dessus, oui, C'est pas grave, c'est excusez-moi. pas grave. Ça me fait Euh, plaisir, j'interviens, je suis très content. oui, donc, vous voyez, donc les deux membres précédents, donc, vous voyez, si on cherche à calculer la valeur pour 100, on va calculer la valeur pour 99 et 98, mais dans 99, on va calculer 98, 97, et 98, on va calculer 87 et 96. Donc, vous voyez, la pile d'appels dans un langage standard est très vite remplie, quoi. Hmm. C'est quasiment c'est même plus qu'exponentiel, hein. On va très vite à grossir. Et donc, hop. Et donc ça, c'était la petite démo. Donc pour vous montrer, donc là en plus là, je suis dans un navigateur. Donc c'est un petit peu moins puissant, mais vous voyez, Mhm. c'est exécutable dans un navigateur. Donc c'était vraiment tout l'intérêt, toute la souplesse du langage. Et d'ailleurs, vous Donc pourrez moi, aussi le tester puisque c'est, vous voyez, c'est try.fsharp.org. Ça a l'air ouais. facile d'utilisation, les amis. Oui, et puis Faut y là en aller. plus, l'avantage sur celui-là, comme là-bas j'ai caché le rideau, c'est qu'on a déjà des exemples. Ouais, d'accord, c'est déjà intégré dans l'outil. C'est Ouais, bien il y ça. a des exemples qui sont tout, c'est bien, c'est commenté en anglais. Donc là, c'est sur les tuples et ce genre de choses. Donc là, je sais pas ce qu'elle fait, celle-là d'ailleurs. On va regarder. Hop. Regardons. Donc là, oui, ça travaille sur l'inversion de tubes, ce genre de choses. Ouais. J'ai pas les détails. Euh, et donc, bah, pour l'instant, bah, hop, on va retourner sur la. Alors, si on retourne là, j'appuie sur le bouton qui va bien. Bouge pas. Hop là. Putain, je suis de retour. Ta-da-ta. Et- Donc voilà, donc les ressources. Donc là, fsharp.org, c'est le site de la fondation. Mais le plus important, surtout pour un francophone, c'est vraiment le site de Microsoft. Même Mhm. si des fois il y a quelques coquilles de traduction, c'est vraiment très. Ah oui, c'est vrai, je peux pas. C'est vraiment très bien documenté et en français. On vous mettra les liens dans la description du replay, bien sûr. Voilà, et puis ça, c'est plus pour voir des cas concrets. Ok. Donc Ok. moi, j'ai surtout découvert F-Sharp parce qu'à un moment, j'ai eu une problématique dans un de mes logiciels où on était avec plus de 1000 personnes. Il fallait très rapidement et des fois plusieurs fois dans le même calcul savoir si une personne était subordonnée ou pas d'une autre Mhm. ou sortir la liste des subordonnés. Et donc, vu que c'est des structures d'arbres, ça peut être très très gourmand. Et puis aussi savoir quel est le supérieur direct ou le supérieur avec tel poste. Et pour parcourir des arbres, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus idéal au niveau performance, parce qu'en C Sharp, ça s'écroulait rapidement. Ouais. Oui, puis tu as la pile d'appels comme tu as évoqué tout à l'heure. Et Voilà, c'est vrai que ça a l'air beaucoup mieux géré pour ces cas-là. voilà, Et- c'était surtout c'était là-dessus, et aussi pour des fois pour des parcours de graphes. Hmm. Ok, c'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon. Les amis, vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Et en attendant, je vais vous dire quel est le planning qu'on a pour les prochaines semaines dans le 1330. Ne bougez pas, j'ai ouvert l'Outlook. Alors, je sais que la semaine prochaine, nous allons avoir quelque chose de mystérieux avec Kevin, il n'a pas encore choisi. Voilà, je vous le dis, il n'a pas encore choisi. Mais c'est bientôt, on le saura bientôt. Le 10, on aura Databricks. Databricks, ça va être coolos. Ensuite, on aura mercredi 17, on aura quelque chose avec Sacha. Sacha Bayel que vous connaissez. Le mercredi 24, ne comptez pas avoir de 13h30, je suis en vacances. Le truc de dingue. Mais on reprend directement le 31 août avec GraphQL qui contre-attaque. C'est la suite, vous savez, de l'épisode GraphQL qu'on a déjà eu.
Et ensuite, on a Machine Learning. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais évoquer sur Azure tout à l'heure, Mister Soutien. Hop. Machine Learning 2 avec Véronique. Ça, ce sera le 7 septembre. Ensuite, on aura le 14 septembre. Ok. Le 14 septembre, on aura nos RH qui vont venir nous faire une petite 13h30, qui vont nous parler de comment on va dire, du passage du monde de l'école au monde professionnel. Donc, ça va être intéressant aussi. C'est l'heure du coucou, donc on est tout à fait à l'heure. Ensuite, on aura Julien Chérita le 21 septembre. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Et voilà, pour l'instant, on a booké tout ça jusqu'à fin septembre, les amis. Donc, j'espère que c'est ce que tu attendais, Monsieur Soutien, ou même j'ai envie de dire Mister Soutien, puisque MR, c'est Mister, et non pas Monsieur. Je vous dis à bientôt. Merci Timothée pour ce premier test 30. J'espère que ça t'a plu. Pas de problème. Ouais. C'était cool. Eh ben écoute, Oui. on se reverra une prochaine fois certainement. Salut à tous les amis. À bientôt. À la semaine prochaine.